Cet épisode de Pause Report vous est présenté par Arken, le spécialiste mondial de l'accastillage. Que vous soyez plaisancier ou régatier, vous connaissez forcément le nom d'Arken. Depuis plus de 50 ans, l'entreprise américaine équipe en poulies, chariots, winch, systèmes hydrauliques et accastillage, bateaux de croisière et voiliers de compétition naviguant sur les plus prestigieuses épreuves de la Coupe de l'America à The Ocean Race, en passant par le Vendée Globe ou les Jeux Olympiques. Installé en France depuis 1986, Arken n'a jamais cessé d'innover pour répondre aux attentes de ses clients, lançant régulièrement de nouveaux produits. C'est le cas de sa récente gamme de poulies Zircon, conçue avec des billes en céramique pour un minimum de frottement et davantage de résistance, ainsi que des poulies Blackmagic qui équipent les grands bateaux de régate et les voiliers de croisière performants. Autant de produits que vous pouvez retrouver en ligne sur arken.fr. Bonjour, vous écoutez Pause Report, le podcast qui décrypte et analyse chaque semaine l'actualité de la voile de compétition. Pause Report est produit par Tip & Shaft, le média des professionnels et des passionnés de voile de compétition. Tip & Shaft, ce sont 2 newsletters hebdomadaires en français et en anglais, des podcasts, des formations, un studio de production de contenu, une plateforme de vidéos à la demande Sailors, ainsi qu'un festival du film que vous pouvez retrouver sur tipandshaft.com. Je suis Axel Capron et je vous souhaite la bienvenue dans Pause Report. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 162e épisode de Pause Report, le podcast hebdomadaire de Tip & Shaft qui explique, décortique, décrypte et analyse l'actualité de la voile de compétition sous toutes ses coutures en compagnie des meilleurs experts. Nous sommes le mardi 30 avril, il est exactement 10h05 et nous allons revenir aujourd'hui sur une course autour du monde qui vient de s'achever, l'Ocean Globe Race, avec 2 de ses participants qui s'y sont illustrés. La première était à la barre de Penduixis, elle s'est imposée en temps réel et a terminé 4e au général en IRC. Elle a remporté les 3e et 4e étapes en temps réel, mais également en temps compensé pour la dernière étape. Il s'agit bien sûr de Marie Tabarly. Bonjour Marie. Bonjour Axel. Notre second invité était de son côté skipper du Swan 53 Triana. Il a remporté en temps compensé la 3e étape, celle du Grand Sud. Il finit d'ailleurs à la 3e place au général final en IRC et s'impose en Adventure Class. Il s'agit de Jean Dartuy. Bonjour Jean. Bonjour. Eh bien, avant de vous donner la parole, je vais faire un rapide retour sur cette première édition de l'Ocean Globe Race, lancée par Don McIntyre sur le même modèle que la Golden Globe Race en solitaire, à savoir que l'objectif était de faire revivre l'esprit de la première Whitbread de 1973, course autour du monde en équipage, devenue plus tard la Volvo Ocean Race et aujourd'hui The Ocean Race. La course s'est disputée en 4 étapes, Southampton, le Cap Auckland, Auckland Punta del Este, Cowes. 14 équipages étaient inscrits, répartis en 3 catégories. Adventure, c'est des bateaux de 47 à 56 pieds. Sayula, de 56 à 66 pieds. Et Flyer, des bateaux de 55 à 68 pieds, ayant pour la plupart participé à une des 3 premières éditions de la Whitbread. Je ne vais pas refaire le palmarès de toutes les étapes, mais toutes ont donné lieu à des régates acharnées avec des classements serrés et un classement général final en IRC qui s'est joué à quelques heures près. C'est finalement l'équipage 100% féminin de Maiden qui l'a emporté. On rappelle que ce projet était justement porté par Tracy Edwards qui, en 1989, avait constitué le premier équipage féminin sur la Whitbread. Maiden s'impose en temps compensé devant Spirit of Helsinki, Triana et Penduixis, qui a de son côté signé le meilleur temps en temps réel. Voilà pour le récapitulatif de cette première édition de l'Ocean Globe Race. Je vais commencer par vous poser une question toute bête. On va commencer avec toi, Marie. Comment on se sent quelques jours après en avoir terminé avec son premier tour du monde? Oh on se sent bien, hein. Curieusement, moi je suis épuisée, je suis au bout de ma vie, et pourtant j'ai une résistance à la fatigue qui va bien, hein, mais moi je suis épuisée. Penduixis, lui, est en pleine forme. Il s'est bien chargé de nous le dire encore sur le convoyage retour, mais ouais, moi, son capitaine est un peu a besoin d'un peu de vacances. Bon. Et Jean, de ton côté, toi tu es arrivé la semaine dernière à Cause. Comment on se sent une semaine après l'arrivée? On se sent très heureux, très fier et bon, il y a beaucoup de bruit et beaucoup de gens, ça c'est sûr qu'il y a une petite réadaptation à la vie terrestre, un petit sas de réintroduction à la vie normale qui
qui produit des effets curieux. C'est vrai que ça me manque déjà presque en fait. Bon, eh bien, on va revenir un petit peu, en arrière avant de refaire un peu le match, de ces 4 étapes, avec vous 2. Déjà peut-être revenir un peu à la jeunesse du projet. Rappelez-nous, l'un comme l'autre, ce qui vous a poussé à vous lancer dans cette aventure. On va commencer avec toi, Marie. Je balance, c'est la faute de Dominique Dubois. Dominique Dubois, on précise qui c'est, ancien patron du groupe Carboman qui détient le chantier Multiplace et qui était skipper d'un des bateaux, en lice. Vas-y, je te laisse continuer, Marie. En fait, j'étais à la Trinité avec Penduxis, on naviguait sur un des projets élémentaires et lui, il était déjà en train de préparer Futuro. Et Futuro était le bateau avec lequel il souhaitait au départ participer à l'Ocean Globe Race. Finalement, il a dû changer de bateau parce que Futuro est tombé sur le terre-plein l'hiver dernier. C'était une bonne mission aussi, lui. Il a fait une sacrée course avant la course. Au départ, il me parle de l'Ocean Globe Race. Moi, je pensais que c'était un peu une légende urbaine. On entendait parler, mais pas plus que ça. Et il me dit que ce serait chouette quand même que pour faire les 50 ans de Penduxis, je puisse participer à cette course-là. Au départ, je refuse complètement. Pourquoi? Parce que je sais trop ce que c'est en fait. Déjà de partir autour du monde, mais surtout d'être capitaine après d'un bateau, déjà d'un bateau et un bateau de cette taille-là. Donc d'avoir la responsabilité de 12 à 20 personnes dans les mains en fait. Donc c'est pas quelque chose que tu réfléchis en 2 secondes. Puis après, j'ai commencé à dire que oui, pourquoi pas la descente de l'Atlantique et la remontée de l'Atlantique, histoire de les accompagner. Puis après, j'ai arrêté de trouver toutes les raisons qui me faisaient peur, alors que je savais que c'était que des excuses parce que j'en avais carrément envie et que je voulais absolument y aller. Ça, je le savais. J'ai toujours voulu faire ça avec Penduxis. Donc il y a un moment, faut accepter un peu que tes rêves te fassent un peu peur, mais s'ils font pas peur, c'est qu'ils sont pas assez grands non plus. Donc fin 2020, on s'est engagé sur le Ocean Globe Race. Bon, tu vas nous raconter après comment tu as monté et structuré un petit peu le projet. Jean, de ton côté, comment est née cette envie de participer à l'Ocean Globe Race? C'est vraiment un rêve de jeunesse, c'était très profondément ancré dans moi parce que enfant et adolescent, je suivais la Whitbread avec beaucoup d'intérêt et de rêve. Et mes héros de jeunesse, c'était justement les Tabarly, les Kersozon, les Gabet, tous ces grands marins qui avaient fait cette course et qui, pour moi, représentaient vraiment le Graal de la course au large. Je trouve que les histoires de cette course ont toujours été extraordinaires, m'ont toujours fait rêver. Et puis j'ai appris un peu par hasard sur un ponton Noël précédent le départ que la course repartait. Et je trouvais en plus que l'idée de redonner vie à cette course un peu dans les conditions de l'époque était une excellente idée et le rendait possible cette course pour des gens comme moi. Donc après ça a été une course contre la montre et de trouver un bateau et préparer être sur la ligne de départ en 6 mois, ça en reparlera parce que ça a été la grande difficulté pour moi, c'était plutôt celle-là. Mais voilà, c'est vraiment accomplir un rêve de jeunesse. Si je dois résumer, c'est ça qui m'a attiré dans cette course et qui m'a toujours donné envie. Marie, tu vas nous raconter un peu comment, entre le moment où tu décides de te lancer et le moment où tu vas prendre le départ, en septembre dernier, si je me trompe pas, il a fallu, j'imagine, toi aussi beaucoup, travailler pour structurer ce projet. C'était quoi l'idée? Comment tu t'es entouré? Est-ce que tu as réussi à trouver, du budget? Comment s'est passée la préparation de cette Ocean Globe Race? Si tu veux, moi, ça faisait déjà quelques années que j'étais capitaine de Penduxis et que du coup, on naviguait au large et dans des endroits un peu hostiles depuis un moment. Donc, ça fait depuis... moi, j'ai attaqué le refit du bateau l'hiver 2017-2018 pour aller vraiment renaviguer au large, pour aller encaisser du Groenland et tout ça. J'avais eu la chance déjà d'avoir eu des très grosses conditions avec le bateau aussi. On s'est quand même tapé des 80 nœuds en descendant de l'Islande. Au mois d'octobre et d'autres dépressions un peu velues, donc c'est un bateau et puis bon, j'ai toujours navigué dessus, donc je veux dire, c'est un bateau que je connais très bien et je connais le niveau d'exigence dont il a besoin en fait. Donc après ça a été plus une recherche de budget et une création d'équipe un peu différente par rapport aux autres années, parce qu'avant j'étais quand même très artiste sportif, puis on n'était pas sur une recherche à tirer sur le bateau. Là, ça s'est fait assez naturellement, en fait, parce que du coup, fin 2020, début 2021, on décide avec Louis Duc de faire la Jacques Vabre en IMOCA. Il y a une partie de mon temps où je passe à chercher de l'argent pour l'IMOCA et une autre partie de mon temps que je passe à chercher de l'argent pour Penduxis.
Ça, c'était quoi toute l'année 2021, 2022. 2022, je lance en même temps les sélections pour l'équipage dès janvier. Dans les règles de course, on doit être avec 70% d'amateurs. Ce qui m'allait très bien parce que j'aurais pu évidemment faire un équipage All-Star Game, mais ça aurait été complètement inintéressant et très difficile à gérer. Et puis, c'est pas l'ADN de Penduix 6, parce que Penduix 6 a toujours emmené des amateurs naviguer autour du monde. Quand tu regardes les équipages qu'avait mon père, c'était pas que, enfin à l'époque c'était pas des rockstars, quoi. C'est devenu des rockstars, mais pas du tout au début. Donc, et puis c'est ce qu'il a continué à faire après pendant toute sa vie, hein. Dès qu'il était en club croisière ou avec l'assaut Eric Tabarly. Voilà, ça a toujours été des amateurs autour du monde. Là, je suis allé chercher des amateurs un peu éclairés, ou humainement très éclairés, on va dire. J'ai mis une annonce en ligne sur un réseau social, avec une belle annonce qui fait bien peur, avec un texte qui sera qui te fait un peu réfléchir. Et de là, j'ai une fois que j'ai reçu tous les dossiers complets, je l'ai fait passer une bonne partie en visio. Déjà dans les visios, il fallait que j'ai envie de passer du temps avec les gens. D'accord, ouais. Si j'avais pas envie de passer du temps avec eux, je me connais, hein, je préfère avoir quelqu'un qui ne sache rien à la navigation, mais qui soit une éponge, et qui mette son ego de côté et qui se remette en position d'apprenant, et avec qui tu as envie de passer du temps, en fait, parce que tu vas vraiment passer beaucoup de temps avec cette personne, plutôt que quelqu'un qui sait tout, mais qui soit imbuvable. Du coup, j'en ai pris, je crois, 38 pour venir naviguer toute l'année 2022. D'accord, ouais. Des 38, j'en ai sélectionné encore 18 pour venir s'entraîner encore tout l'hiver. On a pas mal rayé le parquet sur l'Atlantique, hein. On a quand même fait l'Écosse, l'Irlande, on est parti aux Antilles, on a fait la Transat du Rorke, contre l'esprit d'équipe. On a beaucoup navigué contre l'esprit d'équipe, qui était dans la même catégorie que nous. De là, on a eu la brillante idée de partir, parce qu'on cherchait des grosses conditions, donc on est parti à New York au mois de mars. C'est bien un Gulfstream au mois de mars, hein. Je garantis que c'est bien. Et finalement, donc on se fait démonter dans le Gulfstream. L'esprit d'équipe fait un demi-tour à 48 heures avant nous. Nous, on continue, on doit être dans 6 à 8 mètres de vagues au près, et puis les vagues du Gulfstream, enfin le délire, quoi. On est vraiment allé chercher. Puis à un moment, on a une petite rupture de barre, donc adieu à 220 000 de New York, donc adieu New York, et on arrive aux Bermudes. Là, c'était top, parce que du coup, une fois que cette campagne hivernale où on est resté quand même plusieurs mois à bord et vraiment dans des conditions fortes, ça a encore plus soudé l'équipage, et ça a vraiment permis à tout le monde de se faire confiance, de faire confiance au bateau, et puis à leur capitaine aussi, et ça, c'était vraiment chouette. D'après, il y avait plus qu'à évidemment à finaliser le budget, l'équipage il était bon entraîné, il fallait plus que garder leur cohésion entre eux, mais ça n'a pas été la partie la plus difficile. Et puis finir de préparer Penduix 6, où en fait j'ai démonté le bateau entièrement, quasiment, et tout ce que je pouvais remplacer, je le remplaçais. Dès que j'avais un doute, je remplaçais. Tu parlais de boucler le budget. Tu peux nous donner une idée du budget que tu as rassemblé pour cette campagne? 1 200 000 pour un projet sur 3 ans, sachant qu'il n'y a pas de... Enfin, va vendre un projet à 1 200 000 à une course où quasiment personne ne parle, ou sur lequel en plus je n'ai pas le droit de mettre de nom Ouais, c'est pas de évident, ouais. sponsor sur la coque de Penduix 6 ni le naming. Ça a été un bon moment, ça. Quels sont justement les types de sponsors qui t'ont rejoint du coup? J'ai commencé par la grande chance sur la Transat Jacques Vabre, qui s'est vraiment très bien passé avec Louis Duc. J'avais apporté un partenaire et lui avait trouvé un autre partenaire, donc j'avais trouvé Costume Maison Cadieux, Ouais. et lui il avait trouvé Lantana Paysage. Costume avait voulu rester avec moi et un petit peu avec lui aussi, mais majoritairement avec moi, et puis Lantana est resté avec lui, et du coup on se marre bien, et puis ouais, ça se passe top. Et donc j'ai gardé cette très belle boîte avec nous, D'accord. et c'est top d'avoir du coup des salariés que tu emmènes sur plusieurs courses d'affilée. J'ai des partenaires historiques d'élémentaire aussi, qui sont avec moi depuis 2017. Donc le groupe Nutri7, ils sont leaders mondiaux dans la lutte contre la malnutrition. On a la région Bretagne qui est là depuis pareil à mes côtés depuis 2018. Les montres, l'horloger, la maison Breitling qui nous a rejoint cette année aussi. D'accord. Et Academia, ça c'est vraiment la belle rencontre, parce que du coup on a pu diffuser l'aventure dans des centaines de milliers de familles, et ça c'est vraiment passionnant.
Jean, de ton côté, comment tu as un peu structuré ce projet? Je pense qu'il a démarré plus tard que celui de Marie. Donc, tu disais un peu une préparation commando. Il a fallu trouver un bateau et un équipage avec quelques jolis noms, hein. On parle notamment, Marie tout à l'heure parlait de Rockstar. Toi, tu étais notamment accompagné de Sébastien Audigan, qu'on connaît bien dans l'univers de la course au large, avec plusieurs tours du monde à son actif, des trophées Jules Verne notamment. Raconte-nous un peu comment toi tu as structuré ce projet. Oui, bah moi, ma principale contrainte, c'était le temps, effectivement, puisque je devais en 6 mois être sur la ligne de départ. Donc, je me suis fait aider dans les réflexions rapides du départ par quelques marins, notamment Alain Gabé qui avait fait la Whitbread. Et puis après, les coureurs qui se présentaient sur la ligne, Dominique Dubois, entre autres, et Marie m'a très gentiment proposé quelques équipiers qu'elle avait testés. Donc j'ai essayé de gagner du temps avec des conseils de gens avisés. Les quelques bonnes décisions, je pense que j'ai prises, c'est de choisir un Swan. Finalement, c'était d'ailleurs le plus petit bateau de la course, mais une carène de German Frères, parce que les bateaux autorisés, c'était bateaux construits avant 1988, et celui-là est la génération 1987, donc juste les dernières années autorisées, mais les premières années de Frères, donc une carène finalement assez réussie. Donc c'est un petit bateau, mais qui marchait bien. D'ailleurs, le choix n'était pas si large que ça, puisqu'il y avait assez peu de bateaux à vendre qui rentraient dans le règlement autorisé. Donc j'ai d'abord choisi ce Swan 53, puis après l'équipage et effectivement le garçon clé qui m'a énormément aidé à préparer le bateau, et puis pendant la course, c'est Sébastien Audigan. Et puis après le jeu de voile aussi, je pense que ça a été un élément assez déterminant de notre réussite sur l'eau. Donc voilà les quelques points clés, je dirais, choix du bateau, choix de Sébastien pour faire la course avec moi, et puis après quelques bonnes décisions d'équipement du bateau. Voilà, tout ça en 6 mois. Donc je dirais qu'après, alors à la première étape, on a payé un peu ce manque de préparation parce qu'on a cassé énormément de choses. L'équipage ne fonctionnait pas du tout d'ailleurs, parce j'avais pris quelques anciens pros, mais je dirais il n'y avait pas une très bonne entente à bord, si on dit les choses clairement. Et donc je pense qu'après, on a eu une meilleure connaissance du bateau à partir de l'étape 2, un rajeunissement complet de l'équipage, puisque à part Sébastien et moi, ils avaient tous moins de 35 ans, à commencer par les plus jeunes qui en avaient une vingtaine. Donc ça a été, je dirais, après le début d'une dynamique humaine et maritime qui a fait que bah, ça s'est très bien terminé, alors que je me souviens très bien que le 3 octobre, j'avais noté dans mon carnet de bord personnel que j'allais arrêter parce que ça n'avait pas de sens, en fait, tout casser à D'accord. bord, Ouais, tout casser à bord, et les gars s'engueulaient tout le temps, donc je me suis dit vraiment qu'est-ce que je fais là, quoi. d'accord. Vous étiez combien à bord sur Triana? Au départ, on était 8. Et puis il y a un garçon qui s'est blessé la première semaine assez gravement, donc on a dû l'évacuer par hélicoptère, donc c'était assez encore rocambolesque. Donc on est passé à 7, et finalement, comme c'est vraiment un petit bateau, la vie à 7 s'est avérée plus agréable, et donc on est resté 7 après toute la course, sauf la quatrième étape où mon fils de 20 ans est venu, nous a rejoints. Parce que c'est vrai que moi j'avais un peu idéalisé le truc en me disant j'aurais des copains et mes garçons qui ont 20 ans, mais en fait la vie ne se passe pas comme ça. Et donc c'est pour ça qu'aussi j'ai vraiment peiné au départ et pêché par le recrutement de l'équipage qui était un peu au hasard. Et heureusement Sébastien était là parce qu'il a été tout à fait déterminant pour tout le projet. Et puis petit à petit, il n'y a pas mieux que finalement des jeunes. D'ailleurs, c'est tout à fait l'esprit de Marie dans son équipage, et elle m'a gentiment laissé prendre un équipier qui avait fait 2 étapes avec elle, qui était un type formidable. Et donc, ils étaient tous de ce calibre-là, c'est-à-dire des jeunes très engagés et qui voient la vie positivement, toujours avec le sourire, toujours prêts à aider, à rigoler. Et je dirais que moi, ça a été absolument formidable dans la dynamique de la course à partir de la deuxième étape. D'accord. Marie, toi, cette première étape, donc départ de Southampton en septembre, comment elle s'est passée? Comment s'est passée la mise en route à bord de Penduxis? Vous étiez combien, vous, de votre côté, l'équipage de Penduxis? Nous, à bord, en permanence, on est 12.
Et moi, je faisais des roulements. On est 21 dans l'équipe, et je faisais des roulements. Il y en a qui faisaient la première et deuxième étape, d'autres la troisième, quatrième. C'est beaucoup qui faisaient. La majorité faisait la première et la quatrième, et d'autres la deuxième et troisième. En fait, pour moi, il n'y a pas les mêmes profils qui vont dans le Grand Sud et qui doivent aussi se battre avec la pétole de l'Atlantique, on va dire. Même si, mais qui doit, mais enfin, là, on doit aussi prendre aussi quelques cartouches en Atlantique, mais voilà, j'ai pas choisi les mêmes profils. D'accord. Et comment se passe cette première étape alors? Bah nous, il n'y a pas eu de mise en route, hein. Nous, on a juste continué, hein. Ça a été la mise en route, c'était en 2022, tu vois. Nous, moi, j'avais le meilleur équipage du monde, hein, je le dis partout, mais j'avais le meilleur équipage du monde. C'est-à-dire qu'on se régale ensemble. Là, on est encore en train de s'envoyer des messages. On se voit, à chaque étape, même aux arrêts, on passait du temps. Enfin voilà, c'était une super bande de copains. Et bon, évidemment, je suis pas copine avec eux parce que je suis capitaine, donc t'es obligé t'es plus sur la même place, mais entre eux, enfin, ils se sont régalés, quoi. Donc non, nous, sur les 40 jours de course, on a 37 jours de bonheur, hein. Ça, y a pas de problème. C'est la fin, le problème. Voilà, raconte-nous un peu. Je crois qu'il y a eu une grosse frustration sur l'arrivée, compliquée au Cap. Raconte-nous un petit peu. Ah bah, les 2 premières étapes, moi, je voulais les prendre dans les dents quand même. Bah, c'est-à-dire je pars, en fait, moi, mon objectif sur l'Ocean Globe Race, la première, le premier objectif, c'est de finir les étapes, de finir le tour, ramener le bateau avec tout le monde à bord. Ça, voilà, ça, c'est ma première priorité, quoi. Là, ensuite vient les résultats où le temps compensé, j'en ai un peu rien à faire parce qu'avec Penvixis, forcément, j'ai un rating de super tanker, hein. Le temps compensé n'est pas vraiment accessible pour moi. Quand tu as des bateaux comme Translated qui font quasiment la même vitesse et que je dois lui coller 4 jours à chaque manche, bon, c'est pas vraiment réaliste. Du coup, moi, ce qui m'intéressait, c'était vraiment le temps réel. Et puis on part, on se retrouve, je me retrouve en tête de la flotte assez rapidement. Je crois qu'au bout d'une semaine, on était déjà bien en tête. Puis assez surprise en fait, parce que moi je voyais bien Maiden, Translated plus proche que à ce moment-là de nous, voire même devant. Et puis un petit nouveau que j'avais pas vu venir, qui s'appelle Spirit of Helsinki. Puis c'est pas grave, ça déroule. On a un super poteau noir. On s'approche beaucoup du Brésil. On avait une bascule qui venait pas. Donc on fait pas mal de routes en plus, mais on a 3 jours et demi d'avance quasiment, quoi. On domine le bateau, puis le bateau il filait, quoi. Il se sentait le bateau heureux, qui rigolait, et puis on tirait pas dessus, il y avait qu'à le suivre en fait. Tu vois, donc ça marchait super. Jusqu'au moment où on arrive à l'anticyclone de Sainte-Hélène, quoi. Et Sainte-Hélène, là, quand t'as plus de fichiers météo, parce qu'à partir de quasiment de l'équateur, un peu en dessous, on reçoit plus personne. Et on recevait pas non plus les fichiers de Cape Town. Donc on avait un petit peu Radio Cape Town, on avait un petit peu Maiden qui nous repassait des infos de Passage Guardian Radio qui était en Nouvelle-Zélande, mais c'est tout en fait. Tu navigues dans un champ de mine d'anticyclone et tu sais pas du tout où il est. Et on avait en plus une météo assez particulière où l'anticyclone de Sainte-Hélène était passé de l'autre côté de Cape Town pendant un moment, ce qui arrive quand même assez rarement. Tout a été un peu particulier, hein. Mais dès le début d'année, quand tu te retrouves avec l'anticyclone des Açores qui va faire du tourisme au Maroc, déjà tu te dis que le reste de l'année va être bizarre, quoi. Et ça va pas louper. Puis bah il y a un moment où on s'arrête. On s'arrête parce que quand tu fais tout au baromètre, c'est un peu la technique du doigt mouillé, quoi. Puis là t'as les voiles qui battent et tu te rends compte que les autres ils arrivent et qu'en très très peu de temps, tu perds tout et que eux, comme on se donne par nos positions 2 fois 2, entre 2 et 4 fois par jour à la BLU, il y a un moment, ils voient qu'on s'arrête en fait. Ouais, bien sûr. Ils font le tour de la paroisse, comme on dit. Et voilà. Donc ils ont fait plein sud et puis puis on arrive, je sais plus, quelques heures après eux, quoi, où on a cravaché comme des malades sur la fin, mais ça a pas suffi et ça a été très très dur à avaler, ouais. Surtout après avec la deuxième étape où je me la reprends dans les dents quasiment pour la même raison, ouais. Jean, un petit mot pour rebondir sur ce que disait Marie. Est-ce que tu peux nous rappeler à quelle météo vous avez le droit? On parle de navigation à l'ancienne. C'était quoi les outils dont vous disposiez pour faire votre météo? Bah, les 2 moyens autorisés, c'était la BLU et le fax, donc comme à l'époque.
sachant que on avait tous fait le constat que les infrastructures qui diffusent encore des informations sur ces deux réseaux-là sont réduites à un peu moins de, je crois, un peu moins de 60% autour du globe. Donc c'est vrai que dans l'Atlantique Sud, par exemple, il y a plus de fax. Euh, donc il faut se débrouiller avec les moyens du bord, c'est le cas de le dire. La seule consolation, c'est que nous, on a fait un bord de près de, je me souviens, de 23 jours sur le même bord, tout l'Atlantique Sud. Donc sur le plan météo, on n'a pas eu de grosses surprises. Bon, il fallait un peu gérer les molles de Sainte-Hélène, mais on était évidemment plus derrière, et on n'a pas subi d'arrêt total comme d'autres bateaux, hein. Ouais, ouais. Deuxième étape, Cape Town, Auckland. Comment ça se passe à bord de Triana? Tu dis que la première a été difficile au point que tu as même songé un moment à arrêter. Et là, apparemment, ça se passe beaucoup mieux. Vous terminez, si je ne me trompe pas, deuxième en temps compensé sur cette étape. Raconte-nous un peu cette deuxième étape et ta découverte de l'océan Indien. Oui, bah là, c'était le début je dirais, de la super dynamique sur le bateau, avec un équipage qui fonctionnait très bien. Et puis le bateau qu'on avait évidemment pris en main beaucoup mieux parce que on avait à peu près tout cassé la première étape, donc ça nous a servi de training. Et donc on a maîtrisé de mieux en mieux le bateau. On a des systèmes de quart qui fonctionnaient, des équipes de quart qui s'entendaient bien, et sur le bateau, petit à petit, bah je dirais, on s'est vraiment mis à envisager même de faire des résultats en temps compensé. Donc c'est vraiment là, je dirais, une dynamique générale, une découverte de cet océan Indien qui pour moi était extraordinaire. Je pense que sur le plan maritime, c'est l'étape la plus, pour moi, qui était la plus, je dirais, intéressante, hein, cette descente vers les Kerguelen. Et puis après, on a eu 4 semaines dans cet environnement indescriptible où on voit pas la différence entre le ciel et la mer. Moi, j'ai trouvé que c'était vraiment une étape magnifique, avec du froid, avec l'océan Indien tel qu'on l'imagine, et cette espèce de marmite permanente. On a eu des conditions qui étaient plutôt favorables au départ, et puis après, nous, on a fini notamment avec quelques belles raclées à l'approche de la mer de Tasmanie, là, donc la fin de l'étape qui a été où on s'est fait vraiment secouer. Et là, si tu veux, moi, ça m'a aussi énormément rassuré sur le fait que le bateau tenait, et qu'on allait y arriver. Donc, je dirais, cette étape nous a affranchi aussi un peu de la peur de ce petit bateau, parce que Olivier de Kersauzon, que j'aime beaucoup et qui m'a beaucoup conseillé, m'avait dit qu'il fallait pas aller dans ces mers-là avec un petit bateau comme ça. Bon. C'est vrai que jusqu'à ce que on soit face à l'épreuve du feu et on subisse des gros coups de torchon, on avait toujours un doute, hein. À l'arrivée, vous terminez deuxième en temps compensé de l'étape. C'est une surprise pour vous? Oui, ça c'est, alors j'avoue que c'est le bonus. Ça confirme que le bateau est un bon bateau. Pour le temps compensé, dans sa classe, on a fini premier de notre classe aussi. Donc on se dit, c'est quand même génial si en plus on peut faire des résultats. Ce qui était absolument pas mon ambition au départ, hein, parce que moi c'est pas ma vie professionnelle, et c'était uniquement pour le plaisir de faire cette course et de faire le tour du monde. Donc ça c'est vraiment le bonus en plus pour tout le monde. Et donc là, on a commencé à se prendre au jeu en disant, en fait, on peut même faire quelque chose de bien en tant qu'on pensait. Donc ça a été génial pour nous de découvrir ce résultat, et de continuer dans cette dynamique qui n'a fait que on a pris goût au succès. Donc c'est très amusant après. Ouais, ouais. Marie, toi, cette deuxième étape, tu dis rebelote, vous faites une grande partie de l'étape en tête. Après, il y a un match avec Translated qui s'impose finalement de très peu. Il y a beaucoup de frustration à l'arrivée à Auckland. Dans quel état d'esprit tu es à l'issue de cette deuxième étape? Ah bah pareil, hein, si tu veux, moi je fais pas les choses, je fais pas les choses à moitié. Donc si je m'engage sur, quand je vois qu'on a le potentiel pour gagner, que on se prend déjà la première étape dans les dents, c'est sûr que la deuxième et en plus les étapes du sud. Enfin, tu sais que t'as Penduc 6 dans les mains, donc tu sais que les étapes du sud elles sont pour toi, quoi. C'est pas elles sont pour toi dans le sens où tu les veux, quoi. Si t'as pas,
si un truc que j'ai découvert, c'est ou peut-être que je me suis assumée, on va dire, c'est ouais, je sais que je suis une guerrière, mais la compétitrice, en fait, elle est pas si loin, en fait, elle est pas loin du tout, quoi. Et ouais, on fait une super descente sur Kerguelen, Crozet, Kerguelen, ça passe, on déroule. Bateau, on arrive à le tenir bien. Dès la première dep, on enchaîne des très jolis surfs qui nous permettent directement de mettre de l'écart. Et surtout, on attaque, mais en gardant vraiment un pied sur le frein, quoi. On n'a pas l'impression vraiment on n'est pas dans les conditions de Ben 6 encore, quoi. On n'est pas du tout, on est encore dans des conditions où les autres vont aussi bien avancer. Et, euh, et je sais pas, on a un très bon board de reaching pour remonter après jusqu'au waypoint. Et ce waypoint, je vais m'en souvenir, je crois, toute ma vie. J'en fais des cauchemars, c'est vraiment un waypoint qui sert à rien et qui a planté vraiment toute la course, quoi, la nôtre et puis celle d'autres bateaux aussi. Et en arrivant à ce waypoint qui est un peu avant le Cap Lewin, on commence à toucher les weatherfax de l'Australie. Sauf que on a un vent qui est au 170, donc va faire du sud avec un vent au 170, c'est facile. Donc du coup, on a 400 000 d'avance sur Translated à ce moment-là, on a 3 jours et demi d'avance sur Helsinki et Maiden. Au départ, tout allait bien, tu vois. Et puis on fait de l'est, quoi. On fait de l'est pendant 48 heures, parce qu'on peut pas descendre. Et au bout de 48 heures, se pose la question où enfin on peut toucher les vents portants. Translated, eux, évidemment, descendent directement. On aurait fait pareil. Et sauf que là, si on veut descendre, il faut qu'on traverse un anticyclone qui est monstrueux. Et j'ai beau me refaire le match, j'ai arrêté maintenant de me refaire le match. En fait, j'ai compris que ça servait à rien parce qu'en fait, avec les informations qu'on a à l'instant T sur le bateau et donc pas les informations du tout dont on dispose une fois qu'on est à terre, je pense que j'aurais pas pris une autre décision parce que bah ouais, tu sais pas si t'as du vent au milieu de l'anticyclone ou pas, tu sais pas s'il va se déplacer ou pas, à quelle vitesse, tu sais rien du tout, quoi. On a subi la météo pendant 8 mois, quoi. C'est un enfer. Du coup, on décide de faire du nord. Et puis on se tape tout l'anticyclone auprès, quoi. Et au moment où on recommence à pouvoir descendre sous la Tasmanie, en se disant ok, là on va recontrôler la flotte, on arrive juste devant, donc on est pile entre eux et l'objectif. On n'a pas vraiment d'infos d'où est Translated parce qu'eux ils avaient une BLU qui fonctionnait pas top. Mais je les connais suffisamment bien et je commence à bien connaître Vittorio Malingri, donc je vois à peu près sa technique de nav. Donc je me faisais plusieurs scénarios, tu sais, sur les cartes, t'essayes d'imaginer où est-ce qu'ils peuvent être avec les vents qu'il y a. J'ai un peu pris la tête quand même. Et ouais, je me dis allez, on fait sud Tasmanie et on recontrôle la flotte. Puis là, t'as le vent qui se met au 110 et tu te dis mais c'est pas vrai, c'est pas vrai. Du coup, la seule option que j'avais, c'était Détroit de Basse. Et tu sais que c'est pourri comme option, mais bon, on sait jamais. Tu peux encore te sortir. Puis au pire, tu perds avec panache et tu mets un peu de style, quoi. mais, mais du coup, ouais, heureusement, on avait les cartes de détail du Détroit de Basse, parce qu'il y a quand même un endroit où tu fais vraiment du rascaillou. C'est bien entre la Tasmanie et le sud de l'Australie, c'est ça, ouais. Ouais, c'est ça. Et puis c'était chouette aussi. Honnêtement, c'était une expérience qui était assez agréable. Mais bon, c'est que t'arrives. Translated, à un moment, je sais que quand ils arrivent dans Nouvelle-Zélande et qu'ils réannoncent leur position, je suis pas surprise. Je savais qu'ils avaient 100 000 d'avance. Sur tous mes routages par rapport à ce que j'imaginais. Ils étaient quasiment pile à 30 000 près, ils étaient là où j'imaginais. Donc je suis pas surprise qu'ils soient devant. Par contre, ouais, du coup, on serre les fesses pour que Helsinki nous recolle pas, quoi. Et puis on arrive à 12 heures de Translated et 3 heures d'Helsinki. Puis ouais, dégoûté parce que tu sais elle était pour toi. Donc t'as le potentiel, t'as l'équipage, t'as le bateau, t'as bien préparé. Et puis à un moment, tu manques de réussite, quoi. Ouais, c'est comme ça, hein. La course au large sans météo. La réussite va venir à partir de la troisième étape. Jean, cette troisième étape, c'est que traditionnellement on l'appelle l'étape du Grand Sud, donc départ d'Auckland, arrivée à Punta del Este en Uruguay, passage du Cap Horn forcément. Qu'est-ce que tu en gardes toi de cette troisième étape, qui vous sourit, hein, parce que c'est votre première victoire en temps compensé. Bah là, oui, c'est évidemment extraordinaire pour nous parce que c'est légendaire l'étape du Cap Horn. Euh, et puis, bon, nous, ce bateau finalement marchait très très bien dans les étapes du Sud. Moi, mon analyse, c'est que il y a évidemment du vent tout le temps
Et donc on subit moins les passages à niveau de météo qu'on peut subir dans l'Atlantique. Et donc on arrive à accrocher à peu près la flotte et à rester au contact même des premiers. Donc c'est pour ça que ces 2 étapes du Sud nous ont souri. C'est qu'on était tout le temps à fond en faisant marcher le bateau et donc ça a marché puisqu'on a fait 2e et premier sur ces 2 étapes. Donc évidemment, c'est un souvenir extraordinaire, l'équipage fonctionnait très bien, et puis moi j'ai trouvé que c'était une étape très belle en plus, sur le plan maritime, quand on est parti nous on est parti sud tout de suite, on a essayé de faire vraiment une route la plus courte possible et je me souviens de ces îles Chatham, qui sont absolument magnifiques. Évidemment le Cap Horn, bon, qui déçoit pas quand on quand on y arrive et qu'on repense à toutes les images qu'on a de cet endroit, bah, c'est quelque chose de très émouvant. Le détroit de Lemaire, après aussi, moi j'ai un souvenir extraordinaire de cet endroit. Donc je dirais c'était vraiment en plus la beauté de cette nature, de cette étape. Moi je l'ai trouvé extraordinaire. Bon. Donc ça a marché. On a marché sur le plan de navigation et en plus on a vu un décor extraordinaire en permanence. Donc c'était vraiment l'accomplissement de cette étape du Sud, était l'accomplissement de la course pour nous. Hein. Ouais, et comment vous fonctionniez à bord? Vous étiez 7 à partir de cette deuxième étape. C'était comment les roulements? Comment ça se passait? Ah bah, en fait, on avait 3 équipes, donc 3 quarts de 2 et moi j'ai changé de quart pendant la course. Donc 3 quarts de 2, il y a un quart sur le pont, donc 2 sur le pont, 2 en stand-by. On avait construit une horrible casquette sur le Swan pour s'abriter et qui s'est avéré très utile parce que donc on avait 2 petits matelas et donc il y a 2 gars en ciré en stand-by prêts à aider les gars sur le pont et 2 carbanettes. Donc tout ça, ça tournait toutes les 3 heures. Et on a essayé la première, on avait des quarts de 3 heures plus nombreux. Sans stand-by, ça fonctionnait pas, tout le monde était épuisé. Donc on a trouvé que ce système fonctionnait bien parce que bah, parfois tu arrives à dormir 5-6 heures de suite et donc ça change un peu tout sur la santé et le repos de l'équipage, j'ai trouvé. Donc cette formule s'est avérée la bonne pour nous. Marie, troisième étape, donc l'étape du Sud, du moins la deuxième étape du Sud. Enfin la victoire à Punta del Este. J'imagine que tu disais, hein, tu t'es peut-être découvert un fond de compétitrice peut-être plus important que tu ne le pensais. Gros soulagement, belle joie l'arrivée à Punta del Este. Ouais, puis une super, on s'est vraiment mis sur la gueule avec Translated, donc c'était top. On a eu une très belle course, c'est dommage que eux ne la finissent pas. Ouais, moi j'ai un bateau en aluminium qui nous a pas trahis quoi. Mais ça a été une super bataille. Super bataille. Ils ont poussé, ils ont vraiment beaucoup poussé, ce qui nous a vraiment obligés à pousser encore plus. Peut-être un peu trop même à des moments parce que toi on se prend tous les deux la même dépression juste avant le Horn, donc qui est quand même assez velu hein. Et puis on fait on doit être sur une moyenne en surface de 12 nœuds 5 à peu près. En fait, Penduxis fait très régulièrement, une fois que t'es au portant, tu fais très régulièrement des surfs à 17, 21 nœuds, 22 nœuds, très régulièrement. Après, tu montes un peu moins souvent à 23, 24 nœuds, mais c'est parfaitement atteignable. J'ai jamais dépassé 24 nœuds 2, un truc dans ce goût-là, quoi. C'est un bateau qui fait plus de 30 tonnes, hein, c'est ça, si je me trompe pas? Ouais, on fait 34 tonnes au total. La coque fait 29, le bateau chargé, avec le mât, avec les 2 mâts, avec tout ça, tout le gréement, on est à 34 tonnes. Et là, on a quand même sorti un surf à 28 nœuds 3. Et ben, je te garantis, tout le monde s'en souvient, et que ça a été la trouille de notre vie. Là, je me suis dit qu'on allait peut-être prendre un riz quand même. Et c'était chouette, ouais. On avait le bon Gérald Vénière à la tactique aussi. Du coup, c'était vraiment très intéressant. Surtout la remontée en fait après le Horn. Déjà, on croise Charles dans le détroit de Lemaire. Ah oui, Ou Charles plutôt, Caudrelier, il ouais. nous croise, parce que c'était quand même mon délire au départ. C'était de coller un tribord aux ultimes, d'être amoureux. Ouais, c'était un petit défi qui n'avait rien à voir, mais c'était drôle à faire. Et puis c'était improbable, quoi, tu vois, de le croiser à vue dans un endroit aussi paumé. C'était vraiment chouette. On passait un bon moment à la VHF.
Et ouais, la remontée après du Horn jusqu'à Punta, par contre, elle a été assez épique, quoi. On s'est retrouvé avec des systèmes météo très impressionnants quand même. On a eu la chance, entre guillemets, la chance, mais bon, c'est vrai qu'à voir, à subir, c'est pas top, mais à voir, c'est assez incroyable. Tu sais, les gros nuages, les rouleaux compresseurs qui font Arcus. À voir, c'est super. Une fois que t'es dessous, c'est moins drôle. Hein. C'est beaucoup moins drôle. Mais on a eu ça, on a eu des éclairs, on a eu des orages, mais avec des éclairs mais hallucinants. Je savais même pas que c'était possible, quoi, d'avoir en même temps dans le ciel pendant 12 heures. J'ai réussi à les filmer, je les ai diffusés ces images-là. T'as des éclairs, t'en as 3, 4 en même temps, et du coup ça pète toutes les 0,2 secondes, quoi. Mais donc ouais, c'était vraiment top. Frustré évidemment parce que Translated finit pas la course, et donc forcément, déjà fini frustré pour eux parce que sont vraiment devenus des très bons copains, et les deux équipages sont très très proches. Ils se sont arrêtés au Malouine, hein, c'est ça? Ouais, ils ont délaminé, ils faisaient de l'eau, enfin ils avaient préparé le plan d'évacuation du bateau, donc si tu veux, et c'était pas drôle du tout, quoi. Mais nous, on savait pas ce qu'ils avaient. On savait qu'ils avaient, enfin, tu vois, on a aucune info, quoi. On a juste su par leurs gars qu'ils se sont déroutés, mais on savait pas du tout ce qu'ils avaient. Euh, donc on perd nos meilleurs ennemis, on perd nos copains, et on sait que on va pas que l'étape forcément de Punta, de stand-by, va être très très courte pour eux, quoi. Donc et nous, on veut pas non plus perdre nos meilleurs ennemis sur la dernière manche. Vous voulez gagner avec panache. Bah oui, forcément. Et c'est exactement ce qui est arrivé quand ils sont arrivés. Forcément, Nico, passé une nuit avec Nico à refaire le monde, Nico Malingri, et c'était toujours la même chose. C'était oui, mais si on avait gagné, enfin si on était resté, on aurait gagné. Je sais, mec, j'étais devant toi tout le temps. Oui, mais tu vois, voilà, c'était pas encore clair, quoi. Il fallait faire un peu plus, ouais. Jean, départ de Punta del Este, de dernière étape à destination de Causes. J'imagine que l'appétit vient en mangeant. Est-ce qu'au départ de l'Uruguay, vous vous dites que l'objectif c'est d'aller chercher la victoire finale en temps compensé? Quel était un peu l'état d'esprit au moment de quitter l'Uruguay? Bah oui, c'est vrai qu'on pensait que c'était possible parce qu'on avait en partant à peu près 3 jours d'avance sur Maiden, qui était donc notre concurrent direct pour la victoire. Et là, on a subi beaucoup de météo défavorable. Il y a eu un premier ralentissement très long de presque 9 jours au large de Rio. On est rentré dans une molle gigantesque. Donc là, ça nous a freiné beaucoup. Bon, après le poteau noir classique, mais pas trop long. Et puis après, surtout à la fin, où là vraiment on n'a pas eu de bol parce que on s'est fait arrêter aux Açores 36 heures, et puis il y a eu une bascule. Le vent s'est mis au 50 et la route était au 45, donc on a fait 12 jours de près, on a fait 500 000 de plus que Maiden, et ça nous coûte la victoire finale. Bon. Voilà. Bon, mais enfin, de toute façon, on a fait une course fantastique, et je dirais finir troisième au général, c'était aussi inespéré. Donc voilà, on est très heureux du résultat final, même si cette quatrième étape a été difficile nerveusement, parce que dans ce cas-là, c'est vrai que les petits bateaux, c'est le risque, c'est d'avoir des passages à niveau et de plus être du tout dans les mêmes systèmes que les gros bateaux devant. Ça nous est arrivé, c'est le jeu, donc on, c'est la bouteille à moitié pleine ou à moitié vide. Ouais. Raconte-nous justement ces derniers jours de course. Est-ce que j'imagine que vous savez à peu près quand Maiden coupe la ligne d'arrivée? J'imagine que vous, dans votre tête, vous commencez à faire des calculs. Est-ce qu'il y a un compte à rebours qui se lance? Comment ça s'est passé ces derniers jours? Il devait y avoir un peu de stress à bord. Il y avait un peu de stress, mais moi je n'ai pas, en fait, quasiment 15 jours avant l'arrivée, j'avais décidé de plus avoir aucune information sur les concurrents pour éviter ce yo-yo permanent dans la tête qui en fait euh, non seulement ne sert à rien, mais est même assez négatif. Donc on a su par l'organisation de la course que Maiden avait gagné, puisqu'ils nous ont envoyé un message. Le jour où les comptes de l'organisation montraient que nous ne pouvions plus gagner, mais c'était tout à fait à la fin, tu vois. Donc
Non, on s'est vraiment vidé la tête de ça pour ne pas justement être pollué par un yo-yo qui peut être nerveusement très très pénible, hein. Voilà, mais on a fait notre course à fond malgré ces conditions assez défavorables. Ouais, l'équipage était toujours extrêmement motivé et engagé, donc c'était ça qui comptait. Et on s'est dit à l'arrivée, on verra bien comment ça se termine. Ouais. Quel est le sentiment une fois arrivé à Causes? Qu'est-ce que tu en gardes de cette arrivée, de cette ultime étape de l'Ocean Globe Race? Bah, c'est très émouvant d'abord parce que c'est vrai qu'après 8 mois recoupés, c'est la concrétisation du tour. Donc c'est vrai qu'on se rend compte que bah, on l'a fait, hein, et c'était ça notre objectif. Et on a eu beaucoup de petits zodiaques de famille et de copains qui arrivaient même assez loin à la sortie du Solent. Donc pendant quelques heures, on a été accompagnés dans presque un silence religieux et une grande émotion générale pour nous d'avoir fait ce tour, parce que c'était ça l'objectif numéro un. Et cet endroit est absolument époustouflant de beauté. Quand on arrive et qu'on voit les aiguilles là, du Solent, c'est vraiment un endroit mythique aussi. Donc je dirais que c'était sur le plan émotionnel, esthétique, maritime, un très grand moment pour nous tous. Et puis donc après on a su on finissait sur le podium troisième, on a vainqueur de notre classe aussi, donc je dirais tous ces petits bonus ont rajouté de la joie à la grande fierté qu'on avait de couper cette ligne. Et effectivement, nous aussi, on a, je pense, créé un esprit et des liens très forts dans cet équipage c'était amusant parce qu'il y avait les deux quinquas, les deux 50 ans, Sébastien et moi, les deux 35 ans, Max et Hubert, les deux trentenaires, les deux filles, Margot et Nolwenn, et puis les deux derniers petits jeunes, Simon et Melchior, qui avaient 22 et 23. Et donc, toutes ces paires d'âge se sont formidablement entendues et je crois que c'est des liens qui restent à vie parce que on l'a fait, quoi, hein. Quand on l'a fait ensemble et qu'on coupe cette ligne de Coves, pour moi, c'était vraiment l'accomplissement de ce rêve. Donc, c'est formidable. Marie, toi, ça se termine par une nouvelle victoire d'étape, donc la deuxième en temps réel, mais cerise sur le gâteau, vous gagnez aussi en temps compensé, même si tu disais que c'était pas l'objectif. J'imagine que c'est double ration de plaisir à l'arrivée. Ah ouais, nous on savait pas du tout, quoi. On savait pas du tout que on n'avait pas du tout pensé à ça en fait. C'est-à-dire nous on part, on fait une option est dès le départ, bah, en même temps que Spirit et Translated. Sauf qu'on pousse vraiment l'option et encore on la pousse même pas autant qu'on voudrait et on voit tout le monde partir se mettre dans Cabo Frio, quoi. Alors que sur le roadbook de Christian Dumas, il y avait marqué en rouge avec un énorme, tu vois, point d'interrogation, d'exclamation, première page, première ligne, n'allez pas dans Cabo Frio. Bon. Et du coup, on évite la zone et on se retrouve avec l'esprit d'équipe qui fait une magnifique course. La quatrième étape, ils ont avionnné une très 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 grande course sur cette quatrième étape-là. Il faut le souligner quand même, parce que Lionel a vraiment fait une super nave. Ouais, Lionel Régnier, je précise. Puis ouais, on se retrouve tous les deux à l'est de la flotte, à moins avoir un poteau noir aussi un peu difficile, mais c'est vrai que ça a été assez lent quand même. Je pensais vraiment pas, j'ai même dit sur une vidéo qu'on n'allait pas sauver notre rating à ce moment-là, quoi. C'était pas possible. C'est bon, c'est pas parce que t'es en tête, vu le nombre de jours qu'on doit coller aux copains à chaque fois. Et puis on a après ouais sud Atlantique Nord, on commence à avoir le train de dépression. Et là encore une fois, c'est pas nous qui tirons sur le bateau, c'est plutôt à nous de suivre Penduxis qui lui accélère vraiment la cadence. On voit derrière qu'on a un énorme anticyclone et que même si Translated doit encore abandonner, nous on n'a pas du tout le droit de lever le pied. Et au départ, vraiment, je dis aux gars qu'on lève pas le pied à cause de l'anticyclone, hein, c'est pas du tout pour jouer le chrono, quoi. Puis là, on sent qu'il y a vraiment de la fatigue, quoi, qu'il commence vraiment à avoir de la fatigue. Penduxis, c'est vraiment un bateau qui est extrêmement exigeant, qui supporte pas l'amateurisme, et les manœuvres de Penduxis en plage avant, c'est quelque chose, quoi. C'est vraiment quelque chose. Je pense pour nous, en fait, la dernière semaine, je pense qu'elle a été plus dure en tout cas, il faut avoir l'équipage, mais je trouve que ouais, il nous est arrivé plus de déconvenues et je trouve que physiquement, elle a été plus dure là que les étapes du sud. Déjà parce qu'il y avait, en tout cas pour nous et les deux pros qui ont fait tout le tour, on était vraiment fatigués. On commençait vraiment à avoir mal.
Ça fait 8 mois que tu dors quasiment pas, que nerveusement, c'est stressant, quoi, de prendre comme ça comme responsabilité. Et puis on se tape que des fronts tout le temps, tout le temps. Il y en a toujours 40 nœuds, tout le temps, tout le temps, tout le temps, quoi. Puis des vagues un peu pas cool, quoi. Il y en a une où on couche Penvixis, et si tu veux coucher Penvixis, faut y aller quand même, hein. Ouais, faut y aller. Et puis j'ai rien pu faire. Je te garantis, c'est moi qui étais à la barre. J'étais à 11 nœuds 5, je me sens lente sur la vague, quoi. Tel moment où tu te dis, mais c'est pas possible, je suis lente, quoi, et j'arrive pas à me positionner. Et la deuxième, elle arrive derrière, hyper droite, très très haute, on avait 6-8 mètres, et très très proche de la première, et puis j'ai rien pu faire, j'ai rien pu faire. Ça a été d'une violence, mais un plaquage, quoi. Un plaquage de John Alomou, ça aurait été la même, je pense, tu vois. T'avais dit Antoine Dupont dans une de tes Ouais, ou chroniques. Antoine Dupont, ouais, sans problème. Au choix. Ça ferait la même. Donc ouais, une fois qu'on arrive dans le Solent, honnêtement, je suis contente que ça se finisse. On partirait tous pour une 5e étape sans problème. Le bateau, il y a aucune job list, on a rien cassé de majeur, et tous les petits trucs que tu casses qui ont pas trop d'importance, on les réparait directement en mer là. Donc voilà, lui il va super bien, l'équipage va super bien, mais s'il y avait une 5e étape, l'envie elle serait là, tout il y aurait tout. Mais ouais, il faut quand même 2 mois de repos là. Un petit mot sur la victoire de Maiden, hein, très symbolique, hein. On rappelle que Tracy Edwards avait monté un équipage 100% féminin sur la Whitbread en 1989, qui est magnifiquement raconté dans le film Maiden, disponible sur Sailors. Je fais un peu d'auto-promo au passage. Qu'est-ce que t'inspire, toi, Marie, cette victoire de Maiden, avec ce projet donc remonté par Tracy Edwards, avec un équipage 100% féminin et d'horizons, avec des femmes d'horizons très différents. Bah c'est génial. Enfin, je suis partagée en fait à l'idée de dire c'est génial, parce que si tu veux, moi je les considère pas du tout comme un équipage féminin, parce que je les considère juste comme un équipage. Donc Oui, je sais, mais oui, bien sûr. ça me dérange toujours de le dire, et en même temps faut le dire. Et en même temps, bah ouais, c'est cool, hein, parce que l'Ocean Globe Race est gagné en temps réel et en temps compensé par deux femmes. Donc voilà, ça pose un peu, ça pose un peu le débat. Euh, on a passé nous pas mal de temps avec Maiden. Puis tu peux aller plus loin, quoi. Tu peux dire, tu regardes le nombre de femmes de couleur qu'il y a à bord. T'as des femmes afghanes, t'en as 3 qui sont noires ou métisses. Enfin voilà, je pense que ça va inspirer pas mal. Enfin, j'espère en tout cas que ça va donner du courage à pas mal de petites filles un peu partout dans le monde. Ça coche toutes les cases, quoi. Et c'est juste dommage de devoir encore cocher des cages, en fait. Tu vois. Ouais, c'est clair. Jean, toi, qu'est-ce que t'inspire à cette victoire de Maiden? Bah oui, formidable et mérité. Mais d'une manière générale, je trouve que cette course, le positionnement de cette course est formidable. L'équipage, moi, je trouve que c'est une aventure partagée, donc c'est extraordinaire. La jeunesse de ces équipages, la préparation, le niveau finalement, parce qu'on se rend pas bien compte de l'extérieur, mais ne serait-ce que le barrer 24 heures sur 24 ces bateaux, c'est un exploit. Donc, je pense que sur le plan maritime et humain, c'est une des plus belles aventures possibles aujourd'hui sur mer. Donc, moi, je suis très confiant que il va y avoir un engouement de plus en plus fort pour cette course. Et ce retour, c'est quand même incroyable de pas être connecté pendant 8 mois, de vivre ces spectacles, de vivre la vie en équipe comme ça, qui est quand même très inconfortable et difficile, mais ça crée des liens, ça crée un environnement, ça crée un climat unique. Donc, et quand en plus on voit la joie de ces filles de Maiden qui gagnent de manière tout à fait méritée, bah, je trouve que c'est vraiment une aventure formidable. Pour moi, c'est vraiment une expérience fantastique et qui, à mon avis, va avoir de plus en plus de succès. Est-ce que c'est une expérience que tu auras envie de revivre? Est-ce que Jean Dartuis sera au départ en 2027? Ah bah surprise. On va voir, on va. Ça dépend si Marie l'organise. On verra. On verra. Mais
Non, c'est difficile de faire mieux en plus pour nous, donc je suis pas Oui. sûr. On verra. Marie, quelle est la suite du programme pour toi et pour Penduix 6? Est-ce qu'il y a, j'imagine que tu vas pas t'arrêter de naviguer sur ce beau bateau lancé par ton père il y a maintenant plus de 50 ans. Et est-ce que toi, éventuellement, tu repartirais sur une nouvelle édition? Oui et non. Alors, en fait, déjà moi, il y a pas mal de choses. J'ai pas mal d'autres projets en plus, notamment le Jules Verne avec Alexia Barrier. Il faut que maintenant je laisse un peu de place à ce projet-là aussi. Et puis on a navigué 46 000 milles avec Penduix 6 en 2 ans, donc il a le droit de se reposer un petit peu aussi là cette année et l'année prochaine. L'équipage de volontaires va continuer de naviguer. C'est sûr qu'on va continuer de trouver des projets pour Penduix 6 et naviguer au large, en course aussi, pas que. Je ne cache pas que évidemment faire une Sydney Hobart, ça peut être bien. Et puis du coup, pour y aller, on peut faire une transat, une transpac, on peut les faire en course, on peut faire des documentaires, on peut refaire ce qu'on faisait avant et mélanger un peu tout ce qu'on a fait pendant quasiment 10 ans avec ce bateau. Puis il y a les tours de Gotland, il y a tellement de trucs à faire, tu vois. On peut faire un Los Angeles Honolulu, les New York Londres, enfin il y a plein de choses à faire. Recréer une classe spécialement pour ces bateaux-là, ce serait bien aussi. Aller chercher d'autres maxi. En fait, ce qui me manque, c'est ce que je trouve vraiment dommage en ce moment, c'est que tout se tourne autour du solitaire en France en tout cas, et qu'il y ait quasiment plus de courses au large en équipage. Je trouve qu'il y a un vrai gros manque là-dessus. Et je pense que avec ce type de bateaux-là, qui sont maritimement très intéressants à naviguer, puis en plus des belles performances, hein, t'as quand même pas beaucoup de bateaux qui font un 10 nœuds de moyenne au près, 9-10 nœuds de moyenne au près, ça va, hein, c'est quand même très honorable. J'ai regardé encore les classements de la Transat CIC ce matin, c'est quand même pas non plus, t'as des, pas tout, c'est pas non plus au près, ils sont pas en mode fusée là. Hein. Voilà, donc il y a un moment où je pense que ce genre de bateau-là peut vraiment tirer son épingle du jeu. Maintenant, repartir sur une course à Eydon McIntyre, honnêtement, moi, c'est non. Et puis on verra où est-ce que je serai dans 4 ans, quoi. Ça use, hein, ça use. Puis une fois que tu l'as fait, bien fait, ouais, peut-être qu'on peut faire autre chose aussi, quoi. Le futur proche, c'est Idexport, qui va être bientôt remis à l'eau, hein, avec Alexia Barrier, avec un projet de trophée Jules Verne à horizon hiver 2025, hein, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ouais. Eh ben très bien, ce sera aussi une belle aventure, sans doute, une belle aventure d'équipage. Merci à tous les deux, c'était passionnant de refaire avec vous ce match de l'Ocean Globe Race. On félicite tous les équipages qui ont participé. Il y avait 14 équipages qui ont d'ailleurs quasiment tous terminé classés. C'est quand même la preuve que tous avaient quand même bien préparé leur affaire. On vous félicite encore pour vos victoires respectives dans vos classes respectives. Et quant à nous, on se retrouve mardi prochain pour un 163e épisode de Pause Report. Merci et très bonne journée. Merci, à bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode de Pause Report. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en bien ou en mal et n'hésitez pas à le partager. Si vous souhaitez suivre l'actualité de la voile de compétition, je vous encourage à vous abonner à la newsletter de Tip & Shaft, envoyée chaque vendredi à 17h. Pour vous inscrire, ça se passe sur tipnshaft.com. À bientôt!